Oui, l'innovation existe aussi dans l'éducation nationale. Alors la FESPI, la Fédération des établissements scolaires publics innovants. La FESPI, ce sont des écoles, des collèges, des lycées publics implantés sur l'ensemble du territoire qui regroupent donc des équipes qui ont décidé de se mettre en réseau pour mutualiser leurs ressources et pour ainsi augmenter leur capacité à faire évoluer l'ensemble du système en dialoguant avec le ministère. Oui, c'est possible de dialoguer avec le ministère et de faire avancer les choses, même à petits pas. La FESPI, ce sont des équipes de professeurs, de personnel éducatif qui sont tous engagés dans des projets dont je dirais le point commun, c'est d'être à la fois sur une dimension pédagogique, éducative et aussi politique pour une école plus inclusive et une société plus ouverte, plus démocratique. Alors, les ESPI, comme on les appelle, les établissements scolaires publics innovants, sont tous différents les uns des autres. Ils ont chacun leur spécificité, leur identité, mais ils se regroupent tous, ils se rejoignent tous, je dirais, dans un certain nombre de principes qu'ils mettent en œuvre. J'en retiendrai trois essentiellement. D'abord, deux essentiellement, pardon. D'abord des rapports au savoir qui permettent de faire grandir, qui redonnent du sens aux apprentissages, qui mettent l'accent notamment sur la pédagogie de projet, qui privilégie le faire, qui privilégie l'expérience, les pédagogies actives. Et deuxièmement, donc, des rapports plus constructifs avec les adultes, avec l'institution, avec une parole reconnue des jeunes, avec une co-construction des règles de vie commune, avec un climat scolaire apaisé, à la fois bienveillant et exigeant. La FESPI, c'est une boîte à idées pour de nouvelles pratiques transférables à tous. Elle milite, cette association, pour un nouveau type d'établissements innovants, expérimentaux. Elle milite pour une nouvelle forme de professionnalité enseignante où les professeurs dépasseraient le clivage traditionnel entre le pédagogique et l'éducatif, ou également la dissociation qui existe souvent entre le terrain, la recherche et la formation. Et elle milite aussi, bien entendu, pour une meilleure prise en compte des élèves avec le principe fondamental de l'éducabilité, c'est-à-dire le principe que tous les jeunes sont capables de réussir et de progresser. Voilà. Alors, pour illustrer ce propos, nous avons choisi avec Nadine, donc présidente de la FESPI, de vous parler de de témoigner de nos deux expériences. Donc, j'enchaîne. Et puis c'est ce qu'on avait prévu, je crois. Oui, voilà. C'est ça. Voilà, tu peux enchaîner. Alors, j'enseigne dans un micro-lycée, dans on les appelle aujourd'hui les structures de raccrochage scolaire, c'est-à-dire dans un lycée qui accueille des jeunes qui ont décroché du système scolaire depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils ont entre 16 et 22, 23 ans. Et ils ont le désir de revenir à l'école pour préparer un baccalauréat, ES, L, STMG. Ces jeunes, donc, nous les accueillons dans des structures qui sont des petites structures, c'est pour ça qu'on les appelle des micro-lycées, avec donc, des classes avec des petits effectifs. Il y a donc certaines spécificités à ces structures. Alors, je voudrais simplement, très rapidement, donc, donner un peu une idée de ce que c'est qu'être un professeur dans un micro-lycée, et aussi qui sont ces jeunes que nous accueillons. Alors, être un
un professeur dans un micro-lycée, eh bien, ça implique deux choses. La première, comme je le disais tout à l'heure, c'est de rompre avec cette dichotomie entre l'éducatif et le pédagogique. Ça veut dire que nous allons considérer l'élève d'abord et avant tout comme une personne, que nous allons le considérer dans sa globalité. C'est-à-dire que les jeunes que nous avons dans nos classes, ils ne flottent pas comme ça, dans une espèce d'état d'apesanteur. Non, il y a un ancrage, il y a un contexte psychologique, sociologique, économique. Un exemple. Cette année, dans ma classe de Terminale L, j'ai un jeune qui a 21 ans, il s'appelle Théo. Il a décroché pendant 2 ans. Il est dans une situation de précarité sociale et économique terrible. Et la première chose que j'ai faite avec lui, c'était de l'aider à faire un dossier de demande de bourse, à pouvoir manger à la cantine, avoir un titre de transport et lui trouver une place dans un internat. Voilà. Condition absolument indispensable pour pouvoir reprendre une scolarité. Donc ça, c'est un exemple. Être professeur dans un micro-lycée, ça implique aussi, deuxième trait caractéristique, évidemment j'essaie d'être très, très bref, c'est le travail en équipe. Travailler en équipe, faire équipe, c'est deux choses d'ailleurs assez différentes, puisque faire équipe suppose que nous partagions une culture commune, des valeurs communes. On peut travailler en équipe sans nécessairement partager des valeurs communes, mais là c'est l'objectif. Alors on sait qu'aujourd'hui c'est une injonction qui vient d'en haut, il faut travailler en équipe, hein. Sauf que le problème, c'est qu'on est peu formé ou mal formé ou même pas formé à travailler en équipe. Les professeurs, souvent, sont très isolés, finalement, face à leur classe et regardent toujours un peu avec intérêt, envie ou suspicion ce qui se passe dans la classe du voisin. Et donc, ce travail en équipe n'existe pas nécessairement, ne va pas de soi. Donc, il faut une formation pour cela. Et donc, les professeurs qui travaillent dans les micro-lycées et dans l'ensemble des établissements scolaires publics innovants sont aussi dans un processus de formation et d'auto-formation et de formation entre pairs de façon permanente. Voilà. Alors, pour parler maintenant de ces jeunes que nous accueillons, donc les jeunes que nous appelons les décrocheurs, que je préfère appeler les décrochés du système scolaire, tant ils révèlent aussi par leur parcours, par leurs difficultés, toutes les failles du système qui a participé à leur décrochage et qui a été pour beaucoup la cause de leur décrochage. Ces jeunes décrocheurs, en 140 000 par an en France, donc c'est quand même un phénomène assez massif. Ils n'ont pas un profil type, c'est-à-dire que le décrochage, il est multifactoriel, on le sait. Donc nous recevons des jeunes qui proviennent d'horizons très très divers, y compris des élèves de professeurs, par exemple, hein, des élèves des enfants de professeurs, voilà, qui arrivent avec qui ont tous en commun, je dirais, malgré toutes leurs différences, d'être en rupture. Voilà, en rupture avec l'école, en rupture souvent avec leur famille, avec leurs amis, avec eux-mêmes aussi, et peut-être surtout. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de confiance en soi et une mauvaise estime de soi qui est vraiment, je dirais, le trait commun de tous ces jeunes que nous accueillons. Voilà, donc évidemment pour retrouver cette confiance, pour renouer le fil, rien ne serait plus dramatique que de reprendre là où le fil a été rompu en faisant la même chose. Donc faire autrement, enseigner autrement, avoir une posture différente face à ces jeunes, c'est une absolue nécessité. Et parfois, je voudrais juste terminer sur un exemple très rapide, parfois il est nécessaire de faire un détour pour faciliter leur retour. Alors, j'ai le cas, par exemple, d'une jeune élève, toujours en terminale L, puisque j'enseigne en terminale littéraire, la philosophie, qui avait beaucoup de difficultés à rentrer dans l'écriture, et qui avait cette idée, à chaque fois qu'elle se trouvait devant cette page blanche tétanisée, impossible d'écrire. Voilà, pendant une épreuve de bac blanc, pendant 1 heure, elle est là, complètement tétanisée, impossible de coucher le moindre mot sur le papier. Par ailleurs, je savais que cette jeune dessinait beaucoup, qu'elle faisait de la bande dessinée, puisque c'est essentiellement ce qu'elle faisait pendant mes cours.
Et donc j'ai repéré ce talent, cette qualité, et je lui dis, écoute, pendant ce bac blanc, je lui dis, fais ce texte-là que tu dois expliquer, fais cette explication de texte sous forme de bande dessinée. Voilà. Donc elle a fait une bande dessinée pour expliquer un texte de Rousseau, et dans les bulles de sa bande dessinée, il y avait le texte, enfin il y avait des choses très pertinentes sur ce texte. Et depuis ce moment-là, eh bien, elle s'est mise à écrire, elle a progressé. Et voilà. Donc parfois, il faut aller chercher d'autres ressources, faire des détours pour finalement leur permettre de reprendre confiance en eux. Merci Bastien. Alors je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, hein, c'est ça. Moi, je vais vous parler de Clisthène. Clisthène, c'est un petit collège qui a vu le jour à Bordeaux en 2002. Au départ, 2 personnes, un chef d'établissement, une CPE, qui ont eu le courage de mettre en place ce projet incroyable. 3 axes: lutter efficacement contre la violence, apprendre la démocratie véritablement, et lutter contre l'ennui à l'école, trouver du sens à l'école, retrouver du sens pour les collégiens. Donc une petite équipe s'est montée autour de ce projet, donc qui existe depuis 13 ans, qui au départ avait 4 classes et qui est en cours de doublement. Être élève à Clisthène, c'est choisir d'y être. C'est la famille qui fait une démarche, qui souhaite que l'enfant soit scolarisé à Clisthène. Quand la famille fait une démarche, elle s'engage elle aussi à être dans une participation dans le collège. Je prends pour exemple des parents qui participent sur des temps d'accueil du matin, des parents qui vont venir sur des compétences qu'ils peuvent avoir, qui participeront à des semaines interdisciplinaires, des parents avec qui on est tout le temps en dialogue en fait. Donc être élève à Clisthène, c'est aussi faire de l'interdisciplinarité et en faire beaucoup. Faire du projet interdisciplinaire, faire des semaines interdisciplinaires avec des thématiques transversales. La dernière qu'on vient de faire était sur les jardins. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire. Et dans ces semaines interdisciplinaires, les 6e, les 5e, les 4e, 3e travaillent ensemble dans des petits groupes, produisent ensemble. Et lorsque ce matin, je crois que c'était Monsieur Tadei qui parlait de faire ensemble, et vous étiez nombreux à en parler, moi je me suis dit, mais il parle de nous, parce qu'on est vraiment dans le faire ensemble. Alors faire ensemble, les élèves font ensemble, les enseignants font ensemble, parce que pour nous, c'est aussi un autre métier. Nous sommes professeurs dans nos matières, on co-intervient dans des séquences, on est tuteur également, tuteur d'un groupe d'élèves de 12 élèves, 13 élèves. Ce sont des groupes qui sont mixtes, 6e, 5e, 4e, 3e. On pratique beaucoup ça parce que un petit qui rentre à 11 ans au collège se retrouve très impressionné par les grands. Un grand qui est dans un groupe de tutorat, qui on peut parler, qui peut vous aider lors de l'aide au travail, c'est vraiment très très valorisant et très porteur. Les petits se sentent bien dans un collège comme le nôtre. Pour les grands, c'est aussi, souvent ils parlent de leur petit, ils disent voilà c'est mon petit, je m'occupe de ce petit. D'autre part, on a aussi des cours classiques. Voilà. C'est vrai que c'est une autre manière d'appréhender l'école. On espère que ça se généralisera parce que la réforme va véritablement dans le sens du travail que l'on a mené depuis 13 ans. On est allé même beaucoup plus loin que la réforme. On n'est pas les seuls à être comme ça en France. D'autres établissements comme le Clé et Hérouville-Saint-Clair fonctionnent exactement sur le même modèle. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout ça se multiplie et puisse se généraliser. Et on pense que c'est vraiment possible. Voilà. Merci beaucoup.